J'ai 68 ans de vie derrière moi et pendant 42 d'entre eux, j'ai porté un fardeau que personne d'autre sur cette planète ne pourrait comprendre. Dans la vieille grange en bois derrière ma maison, cachée parmi les pins et les sapins du paysage montagneux, vivait quelque chose que les scientifiques cherchent en vain depuis des générations. Son nom était Benjamin, ou du moins, c'est ainsi que j'ai décidé de l'appeler lorsque nos chemins se sont croisés de la manière la plus improbable qui soit. Benjamin était un Bigfoot, une créature que la plupart des gens considèrent comme une légende, un mythe, une histoire pour effrayer les enfants au coin du feu. Je l'ai découvert à l'été 1982, agonisant dans les broussailles et les fougères d'une clairière reculée, et à cet instant précis, j'ai pris une décision qui allait redéfinir chaque aspect de mon existence jusqu'à aujourd'hui. Ceci est la chronique de la façon dont un simple électricien du Montana est devenu le gardien du secret le plus extraordinaire de notre temps, et les raisons pour lesquelles, après tant de silence, j'ai finalement décidé que le monde méritait de connaître la vérité. Juillet 1982 a marqué l'un des étés les plus secs que les montagnes Bitterroot du Montana aient connu depuis des décennies. La chaleur était étouffante, même à cette altitude, et les incendies de forêt étaient une menace constante qui tenait tout le monde en alerte. J'avais élu domicile sur ces terres depuis mes 20 ans, héritant de la propriété de mon grand-père paternel, un ancien bûcheron qui avait acquis 60 acres de terrain boisé au début du siècle, à une époque où la terre était encore bon marché et abondante. La propriété comprenait une maison en rondin de 2 pièces, robuste mais modeste, et une grande grange qui avait initialement servi à entreposer du matériel d'abattage, puis du foin lorsque mon grand-père avait tenté d'élever des chevaux. Je m'appelle Marcus Chen, et à cette époque, j'étais simplement un travailleur solitaire essayant de gagner sa vie comme électricien dans les villages dispersés de la région. Mon père était chinois, arrivé aux États-Unis dans les années 40, et ma mère était d'origine irlandaise, ce qui me donnait une apparence qui déconcertait souvent les gens dans cette partie rurale du Montana. Je faisais du câblage, des réparations électriques, des installations dans de nouvelles constructions, tout ce qui pouvait payer les factures. C'était un travail honnête, bien que solitaire, car je passais la plupart de mon temps à conduire d'un chantier à l'autre dans mon vieux pick-up Ford. Je ne me suis jamais marié, je n'ai jamais eu d'enfant, et cela me convenait parfaitement. J'appréciais la solitude, mes livres de science-fiction, mon petit atelier où je réparais des radios et des téléviseurs pour le plaisir, et surtout la tranquillité absolue qu'offraient ces montagnes, loin de tout. Le voisin le plus proche vivait à environ 5 miles par un chemin de terre à peine praticable, ce qui signifiait que je pouvais passer des semaines sans voir un autre être humain si je le souhaitais. Le 19 juillet 1982, j'étais dans mon atelier en train de réparer un vieux récepteur radio à ondes courtes quand j'ai entendu quelque chose qui a figé mes mains sur les fils que j'étais en train de souder. C'était un son qui fendait l'air de l'après-midi, une vocalisation qui ne correspondait à rien de ce que j'avais entendu au cours de mes années passées dans ces montagnes. Ce n'était pas le hurlement d'un loup, ni le grognement d'un ours, ni le cri d'un puma. C'était quelque chose entre l'humain et l'animal. Un gémissement prolongé et aigu qui transmettait une douleur si profonde qu'un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai attrapé ma carabine Winchester calibre 30-30, car en territoire d'ours et de pumas, personne ne s'aventure dans la forêt sans protection, et je me suis dirigé vers l'origine de ce son troublant. Je l'ai suivi sur environ un demi-mile en m'enfonçant dans l'épaisseur de ma propriété, traversant des zones où les buissons de baies sauvages poussaient si densément que je devais me frayer un chemin avec difficulté. Le son se répétait toutes les quelques minutes, chaque fois plus faible, plus désespéré. Quand je suis finalement arrivé sur les lieux, ce que j'ai vu m'a laissé paralysé pendant ce qui a semblé être de longues minutes, bien que ce ne fussent probablement que quelques secondes. J'ai d'abord pensé que c'était un grand ours noir,
peut-être blessé par un autre animal ou par des braconniers qui s'aventuraient occasionnellement sur ces terres. Mais en m'approchant, écartant les branches d'un jeune sapin pour mieux voir, j'ai compris que je regardais quelque chose de complètement différent, quelque chose qui ne devrait pas exister selon tout ce qu'on m'avait enseigné. La créature était allongée sur son flanc droit près d'un ruisseau asséché, et sa taille était impressionnante, facilement 8 pieds de haut si elle s'était tenue debout. Elle était couverte de poils longs et emmêlée d'un brun rougeâtre, largement taché de sang séché et frais. Ses bras étaient démesurément longs, ses épaules larges comme celles d'un haltérophile professionnel. Mais c'est le visage qui m'a convaincu que ce n'était aucun animal connu. Le visage était un mélange déconcertant de traits simiesques et humains, avec un front proéminent, des sourcils épais, un nez large et aplati, et des yeux. Ses yeux étaient le plus troublant, car en eux il n'y avait pas la simple conscience animale que l'on voit chez un cerf ou un ours, mais quelque chose de bien plus profond, une intelligence qui me regardait avec compréhension, avec peur, avec une supplication silencieuse, un Sasquatch, un putain de vrai Sasquatch, vivant, saignant, mourant sur ma propriété. Mon premier réflexe a été de reculer, de courir jusqu'à ma maison, de verrouiller les portes et de prétendre que je n'avais rien vu. Toutes les histoires que j'avais entendues dans les bars et les restaurants locaux sur des créatures dans la forêt, tous les avertissements sur les choses qu'il valait mieux laisser tranquilles, tout m'est revenu à l'esprit dans un flot confus. Mais alors, la créature a tourné la tête pour me regarder droit dans les yeux, et dans ce regard, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement arrêté. Il n'y avait aucune menace, aucune agression, seulement une douleur terrible et une sorte de résignation, comme si elle s'attendait à ce que je ne sois qu'un danger de plus dans sa journée épouvantable. J'ai baissé lentement la carabine, gardant mes mouvements délibérément calmes et prévisibles. « C'est bon », ai-je murmuré, bien que ma voix ait semblé tremblante même à mes propres oreilles. « Je ne vais pas te tirer dessus, je ne vais pas te faire de mal. Laisse-moi juste voir ce qui t'est arrivé. » Je me suis approché progressivement, pas à pas, observant comment la créature suivait chacun de mes mouvements avec ses yeux intelligents, mais ne faisait aucune tentative d'attaquer ou de fuir. Quand j'ai été assez près, j'ai vu la source du problème. Sa jambe droite était prise dans ce qui semblait être un vieux piège à ours, du genre qui était interdit au Montana depuis des années, mais que l'on pouvait encore trouver occasionnellement au fin fond des bois, des reliques rouillées de décennies passées où les trappeurs parcouraient ces montagnes. Les mâchoires en métal du piège étaient profondément enfoncées dans la chair de son mollet et la blessure était clairement infectée, les tissus environnants étant enflés et décolorés. La créature a de nouveau émis ce son, mais plus doucement cette fois, presque comme une plainte, et j'ai compris qu'elle n'essayait pas de m'effrayer ou de m'avertir, elle demandait de l'aide de la seule manière qu'elle pouvait. J'avais déjà eu affaire à des animaux blessés au cours de mes années dans ces montagnes. J'avais aidé des cerfs coincés dans des clôtures, libéré un jeune lynx dont la patte était coincée entre des rochers, et j'avais même assisté une femelle élan lors d'une mise bas difficile une fois. Mais ceci était fondamentalement différent. C'était quelque chose que la science officielle disait ne pas exister, quelque chose qui, si découvert, attirerait des chercheurs, les autorités fédérales, des chasseurs de trophées et toutes sortes de gens qui transformeraient ma tranquille propriété en un cirque médiatique. Mais en regardant cette créature souffrir dans ce piège, en voyant l'intelligence et la douleur dans ses yeux, je ne pouvais tout simplement pas tourner le dos et la laisser mourir. « D'accord », ai-je dit, plus pour calmer mes propres nerfs que pour communiquer avec elle. « Je vais t'aider, mais j'ai besoin de quelques outils. Ne bouge pas, je reviens, je te promets que je reviens. » J'ai couru jusqu'à ma maison plus vite que je ne l'avais fait depuis des années, mon esprit tournant à plein régime pour essayer de traiter ce que je venais de voir. Chez moi, j'ai rassemblé ma plus grande boîte à outils, des bandages, de l'antiseptique,
une bouteille de vodka bon marché qui était l'anesthésique le plus puissant que j'avais sous la main, et des couvertures. Quand je suis retourné à la clairière, je m'attendais à moitié à ce que tout n'ait été qu'une hallucination provoquée par la chaleur, que j'arriverais et ne trouverais rien, sauf peut-être un ours ordinaire, ou même aucun animal du tout. Mais la créature était toujours là, me regardant revenir avec ce que je ne peux décrire que comme un espoir prudent dans ses yeux étrangement expressifs. « Ça va faire mal », l'ai-je prévenu en m'agenouillant à côté du piège. « Ça va probablement faire très mal, mais si on n'enlève pas ça, l'infection va te tuer en 1 ou 2 jours, peut-être moins. » J'ai versé de la vodka sur mes mains, puis sur le mécanisme du piège, observant la créature se raidir, mais ne pas s'éloigner. Elle a commencé à émettre des sons bas et continus, clairement de détresse, mais elle semblait comprendre que j'essayais de l'aider. Le piège était vieux et rouillé, et ouvrir le mécanisme à ressort demandait plus de force que je ne l'avais prévu. J'ai dû utiliser un pied de biche que j'avais apporté, l'insérant entre les mâchoires pour créer une séparation suffisante. Il m'a fallu près de 2 heures de travail acharné, mes mains saignant à cause des coupures sur les bords, rouillées, avant de finalement réussir à écarter les mâchoires assez pour libérer la jambe de la créature. Les dégâts étaient sévères, bien pires qu'il n'y paraissait au premier abord. Des lacérations profondes exposant le muscle et peut-être l'os, des signes clairs d'infection avancée avec du pus jaunâtre suintant des plaies, et la zone environnante était chaude au toucher, indiquant de la fièvre. J'ai nettoyé les blessures du mieux que je pouvais avec le reste de la vodka, ce qui a fait pousser à la créature un rugissement qui a probablement été entendu à des miles à la ronde et a effrayé une volée de corbeaux qui observaient depuis les arbres voisins. J'ai appliqué de l'antiseptique de ma trousse de premier secours, puis j'ai enveloppé toute la jambe avec des bandages propres, utilisant des rouleaux entiers pour couvrir la zone affectée. « Tu ne peux pas rester ici », lui ai-je dit en m'asseyant sur mes talons, épuisé physiquement et émotionnellement. « Les prédateurs te trouveront, ou l'infection s'aggravera. Tu as besoin d'un endroit sûr pour récupérer. Peux-tu marcher un peu ?» La créature a essayé de se lever, utilisant ses longs bras pour se pousser, mais dès qu'elle a tenté de mettre du poids sur sa jambe blessée, elle s'est effondrée à nouveau avec un gémissement de douleur. La jambe ne pouvait supporter aucun poids. J'ai regardé autour de moi dans la forêt, calculant les distances et les options. Ma maison était à un demi-mile, la grange peut-être un peu plus près. Si je le laissais ici, il mourrait, soit de l'infection, soit des prédateurs, soit d'exposition lorsque la nuit tomberait et que la température chuterait. Et si quelqu'un d'autre le trouvait avant que je puisse revenir, toute la zone serait envahie de gens et qui sait ce qu'ils feraient à cette créature. J'ai pris une décision à ce moment-là qui allait changer le cours de ma vie à jamais. « Ma grange ?» ai-je dit. « Ce n'est pas si loin. Je peux t'aider à y arriver, mais tu dois essayer de bouger avec moi. Tu comprends ce que je dis ?» La créature m'a fixé pendant un long moment, puis, incroyablement, a hoché la tête, un geste si clairement humain que j'ai senti ma compréhension de la réalité vaciller. Ce qui a suivi a été les 4 heures les plus épuisantes de ma vie. La créature, qui pesait facilement entre 6 et 700 livres selon mon estimation, ne pouvait pas marcher, mais pouvait ramper en utilisant ses bras massifs. Je l'aidais comme je pouvais, lui fournissant un soutien, des mots d'encouragement et portant occasionnellement une partie de son poids lorsque le terrain était particulièrement difficile. Nous nous déplacions à un rythme douloureusement lent, nous arrêtant fréquemment pour que la créature se repose et que je reprenne mon souffle. Au moment où nous sommes finalement arrivés à ma grange, le soleil se couchait et nous étions tous les deux complètement épuisés. La grange était une structure solide que mon grand-père avait construite avec d'épais rondins de pin et un toit en tôle. Elle mesurait environ 30 pieds de long sur 20 de large, avec un grenier spacieux qui s'étendait sur toute la longueur de la structure. Pendant des années, je l'avais principalement utilisé pour le stockage. Outils, bois, vieux meubles que je n'avais pas le cœur de jeter.
J'ai rapidement dégagé la plus grande zone au rez-de-chaussée, déplaçant des caisses et du matériel sur le côté. Et j'ai créé un espace où la créature pourrait se reposer. J'ai empilé du vieux foin qui était resté là depuis l'époque où mon grand-père gardait des chevaux, créant une surface douce où la créature pourrait s'allonger. « Reste ici », lui ai-je dit en l'aidant à s'installer sur le foin. « Je vais chercher de l'eau et de la nourriture, et il faut que tu restes caché. Personne ne doit savoir que tu es ici. Tu comprends à quel point c'est important ?» La créature m'a regardé avec ses yeux intelligents et a émis un son bas et doux, puis, à nouveau, a hoché la tête délibérément. Le geste était si clair, si intentionnel, que j'en ai eu le souffle coupé. « Mon Dieu !» ai-je murmuré. « Tu comprends vraiment ce que je dis. Tu ne réagis pas seulement au ton de ma voix, tu comprends vraiment les mots. J'ai passé toute cette nuit à faire des allers-retours entre ma maison et la grange, apportant des seaux d'eau que la créature buvait avec une soif désespérée, des couvertures pour le garder au chaud et de la nourriture. Bien que je ne sois pas sûr de ce qu'il mangeait, j'ai essayé avec du pain qu'il a refusé d'un hochement de tête, puis avec des légumes de mon jardin qu'il a senti mais n'a pas mangé, et enfin avec de la viande de cerf de mon congélateur qu'il a accepté et dévoré rapidement. Carnivore ou omnivore avec une préférence pour la viande, ai-je noté mentalement. J'ai changé ses bandages, réappliqué de l'antiseptique et j'ai surveillé attentivement tout signe d'aggravation de la fièvre. La créature m'observait travailler avec ce qui semblait être de la fascination, tendant occasionnellement sa main pour toucher doucement les outils que j'utilisais, la lampe de poche que j'avais apportée pour voir dans l'obscurité, les bandages élastiques. Quand j'ai apporté une lanterne à pile pour mieux voir sans avoir à tenir une lampe de poche, la créature a été complètement captivée par la lumière, touchant doucement le verre, émettant de petits sons d'émerveillement. « Tu n'as jamais vu la technologie moderne, n'est-ce pas ?» lui ai-je dit, en observant sa fascination pour la simple lanterne. « Tu as vécu là-dehors dans la forêt toute ta vie, te cachant des gens, évitant tout contact avec la civilisation humaine. » La créature a fait un son que j'ai interprété comme une affirmation, puis a pointé vers elle-même, puis vers la forêt que l'on pouvait voir à travers les ouvertures dans les murs de la grange, puis a secoué vigoureusement la tête. Elle communiquait, me racontant quelque chose sur sa vie, son histoire. Au cours des jours suivants, alors que je continuais à soigner la blessure infectée de la créature, quelque chose de remarquable a commencé à se développer. Nous avons commencé à communiquer de manière qui allait bien au-delà de simples gestes accidentels. La créature, que j'ai décidé d'appeler Benjamin, en l'honneur de mon grand-père qui m'avait légué cette propriété, a rapidement appris à hocher la tête pour dire oui et à la secouer pour dire non. Il pointait les objets dont il avait besoin ou qu'il voulait. De l'eau, de la nourriture, une couverture quand il avait froid. Et il a commencé à émettre différents types de vocalisations que j'ai progressivement appris à distinguer. Un grognement bas signifiait la douleur, un son plus aigu indiquait la faim, et il y avait un type particulier de vocalisation douce que j'ai finalement compris comme signifiant la gratitude ou l'affection. À la fin de la première semaine, l'infection dans la jambe de Benjamin régressait grâce aux antibiotiques que j'avais réussi à obtenir d'un vétérinaire du village voisin, en lui disant qu'ils étaient pour un grand chien que j'avais trouvé blessé. La jambe guérissait bien que lentement, et Benjamin pouvait s'asseoir et bouger un peu, même s'il ne pouvait toujours pas se tenir debout ou marcher. Et à ce moment-là, j'avais pris une autre décision cruciale. Même après que Benjamin soit complètement guéri et puisse marcher à nouveau, je ne pouvais pas simplement le laisser retourner dans la forêt. Pas encore, peut-être jamais, car seulement 5 jours après l'avoir trouvé, j'avais reçu une visite inattendue. 2 hommes se présentant comme des agents du service des forêts des États-Unis s'étaient présentés à ma porte, me demandant si j'avais vu ou entendu quelque chose d'inhabituel dans la région récemment. « Nous avons reçu des rapports », a dit le plus âgé des deux, un homme aux cheveux gris avec des yeux qui semblaient évaluer chaque détail de ma propriété, de sons étranges dans cette région.
des vocalisations qui ne correspondent à aucune faune connue, de grandes empreintes, des signes de quelque chose de considérable se déplaçant dans la forêt. Je leur ai dit que je n'avais rien vu ni entendu d'anormal, juste les ours et les cerfs habituels. Mais après leur départ, j'ai senti une boule d'anxiété dans mon estomac qui ne voulait pas disparaître. Quelqu'un avait signalé quelque chose et le gouvernement enquêtait. J'avais entendu des rumeurs pendant des années sur des agents fédéraux cherchant le Sasquatch, des histoires chuchotées dans les bars sur des créatures capturées et emmenées dans des installations de recherche secrètes, sur des scientifiques du gouvernement qui en savaient plus qu'ils ne l'admettaient publiquement. Je ne savais pas ce qui était vrai et ce qui relevait de la paranoïa conspirationniste, mais je ne pouvais pas prendre le risque de le découvrir. Alors, Benjamin est resté dans ma grange, et à mesure que les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Nous sommes devenus de vrais amis, pas de la manière dont un humain peut être ami avec un animal de compagnie, mais une amitié authentique entre deux êtres intelligents qui se sont rencontrés dans des circonstances extraordinaires. Benjamin a accepté le nom que je lui avais donné, répondant, quand je le prononçais, émettant un son particulier que j'ai fini par comprendre comme sa façon d'attirer mon attention. J'ai confirmé qu'il était un mâle, en soignant ses blessures, et en me basant sur divers indicateurs physiques, j'ai estimé qu'il avait environ 25 ans, bien que je n'ai aucun moyen d'en être certain. L'intelligence de Benjamin était stupéfiante. À la fin du premier mois, il avait appris des dizaines de gestes que nous utilisions pour communiquer. Il comprenait des concepts comme attendre, rester immobile, danger. Il comprenait qu'il devait rester caché pendant la journée quand il y avait un risque que quelqu'un l'entende, et il ne faisait jamais de bruit fort quand le soleil était levé. Il a appris mon horaire de travail, sachant quand je partais le matin et quand je revenais l'après-midi, attendant patiemment mon retour. Mais je pouvais aussi voir la solitude dans ses yeux, l'entendre dans les sons doux et mélancoliques qu'il faisait la nuit quand il pensait que je dormais dans ma maison. La forêt lui manquait, sa liberté lui manquait, et peut-être que d'autres de son espèce lui manquaient, bien que je n'ai jamais pu déterminer s'il y en avait d'autres ou si Benjamin était complètement seul au monde. « Je suis désolé », lui ai-je dit un après-midi de fin d'été, alors que nous étions assis ensemble dans la grange. « Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que tu préférerais être dehors sous les arbres, à courir librement, mais si quelqu'un te trouve, ils t'emmèneront, ils t'étudieront comme si tu étais un animal de laboratoire. Ils pourraient te faire du mal. Au moins ici, tu es en sécurité. Au moins ici, je te traiterai avec dignité. » Benjamin m'a regardé pendant un long moment, puis a posé une de ses mains massives sur mon épaule, si doucement, si prudemment, clairement conscient qu'il pourrait facilement me blesser avec sa force considérable. C'était un geste de compréhension, d'acceptation, peut-être même de gratitude. C'était en septembre 1982. Ronald Reagan était président. MTV venait d'être lancé et révolutionnait la musique. Les premiers ordinateurs personnels commençaient à apparaître dans les foyers américains. Et dans une grange reculée du Montana, un électricien sino-irlandais et un Sasquatch développaient une amitié qui défierait tout ce que le monde croyait savoir sur la nature de l'intelligence et de la conscience. En octobre, la jambe de Benjamin avait suffisamment guéri pour qu'il puisse à nouveau marcher, bien qu'avec une boiterie prononcée qui ne disparaîtrait jamais complètement, les tendons et les ligaments ayant été trop endommagés pour guérir parfaitement. Techniquement, il aurait pu partir. La porte de la grange n'était jamais verrouillée, et Benjamin était plus que suffisamment fort pour l'ouvrir même si elle l'avait été. Mais il est resté. Je ne suis pas sûr si c'était parce qu'il se sentait en sécurité ou parce qu'il était lui aussi seul et avait trouvé de la compagnie en moi, ou simplement parce qu'il comprenait ce que je lui offrais, une protection contre un monde qui ne pourrait jamais l'accepter pour ce qu'il était. Quelle que soit la raison,
Benjamin a choisi de rester, et j'ai choisi de garder son secret, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vivre avec Benjamin a nécessité une restructuration complète de ma vie et de mes routines. La grange est devenue sa maison permanente et j'ai passé des mois à la rendre plus habitable pour lui. J'ai isolé les murs avec de la fibre de verre pour l'hiver qui approchait. J'ai installé un grand poêle à bois pour le chauffage, créant un système de ventilation qui permettrait à la fumée de s'échapper sans être visible de loin. J'ai construit des cloisons intérieures qui créaient des espaces séparés où Benjamin pourrait se déplacer sans être visible depuis les fenêtres ou les ouvertures. Le plus grand défi logistique était la nourriture. Benjamin était énorme, pesant probablement autour de 650 livres. Et il avait besoin d'une quantité immense de calories chaque jour. Son régime était omnivore. Il pouvait manger de la viande, du poisson, des fruits, des légumes, des noix, essentiellement tout ce qui était comestible. Mais je ne pouvais pas simplement aller au magasin et acheter assez de nourriture pour deux sans éveiller les soupçons sur la raison pour laquelle un homme célibataire vivant seul avait besoin de tant de provisions. J'ai dû devenir créatif et stratégique. J'ai commencé à chasser beaucoup plus souvent, racontant aux gens du village que je vendais de la viande de cerf et d'élan à des restaurants de Missoula pour expliquer pourquoi j'achetais autant de munitions. J'ai considérablement agrandi mon potager, plantant des rangées et des rangées de pommes de terre, de carottes, de courges, de maïs, disant à quiconque posait la question que c'était un nouveau passe-temps que j'avais découvert. Je conduisais dans différentes villes pour faire mes courses, alternant entre les magasins dans un rayon de 100 miles, pour qu'aucun employé ne remarque la quantité que j'achetais régulièrement. Chaque aspect de ma vie exigeait cette planification minutieuse pour éviter d'attirer l'attention. Benjamin s'est remarquablement bien adapté à sa nouvelle vie en captivité. Il était naturellement nocturne, ce qui aidait immensément. Il dormait la plupart de la journée quand j'étais au travail et était actif la nuit quand il n'y avait aucun risque d'être découvert. Je passais mes soirées dans la grange avec lui après avoir terminé mes chantiers d'électricien de la journée et nous avons développé des routines qui semblaient presque domestiques, presque comme si nous étions des colocataires plutôt que deux espèces complètement différentes. La fascination de Benjamin pour les objets humains n'a jamais diminué. Je lui apportais des livres et des magazines, et bien qu'il ne puisse pas lire, il étudiait les images pendant des heures, particulièrement fasciné par les photographies d'autres animaux, de paysages, et curieusement, par les images de personnes. Il y avait une vieille radio dans la grange, et j'ai découvert que Benjamin aimait la musique, en particulier la musique classique et le jazz, qui semblait le calmer quand il était agité ou inquiet. Quand MTV a commencé à gagner en popularité, j'ai apporté une petite télévision en noir et blanc avec une antenne d'intérieur. Et Benjamin a été absolument hypnotisé par les images en mouvement. Il passait des heures à regarder l'écran, sa tête s'inclinant d'un côté à l'autre, comme s'il essayait de comprendre comment fonctionnait la magie des images capturées. Tu es probablement le seul Sasquatch de toute l'histoire à avoir vu les clips de Duran Duran et de Michael Jackson, lui ai-je dit un soir au début de 1983, en le regardant fixer l'écran avec un émerveillement enfantin dans ses yeux expressifs. Benjamin a fait un son que j'avais appris à reconnaître comme son équivalent du rire ou de l'amusement. Une sorte de reniflement doux suivi d'un hochement de tête qui semblait indiquer le plaisir ou le divertissement. Mais il y a eu des moments effrayants, surtout dans ces premières années, où j'apprenais encore à garder le secret efficacement. En novembre 1982, une violente tempête de neige a endommagé une partie du toit de la grange, créant une fuite qu'il fallait réparer avant que l'hiver ne s'installe complètement. Je ne pouvais pas le faire seul. Le travail nécessitait au moins 2 personnes, alors j'ai dû engager 2 ouvriers du bâtiment du village pour m'aider. Cela signifiait que Benjamin devait se cacher dans le grenier de la grange pendant 2 jours entiers, pendant que les hommes travaillaient en bas.
J'ai construit une sorte de cachette temporaire en utilisant de vieilles bâches et des piles de bois stockées, créant un espace où Benjamin pourrait rester dissimulé. Je suis resté avec lui tout le temps que les ouvriers étaient là, leur disant que je devais ranger des choses dans le grenier pendant qu'ils travaillaient. Plus que quelques instants, chuchotai-je à Benjamin, alors que nous entendions les marteaux frapper au-dessus et les voix des hommes discuter. Reste absolument immobile, ne fais aucun bruit. Je sais que c'est inconfortable, mais c'est juste pour un petit moment. Le contrôle de soi de Benjamin était extraordinaire. Il est resté complètement immobile pendant des heures, respirant à peine, comprenant instinctivement que le moindre son pourrait trahir sa présence. Quand les ouvriers ont finalement terminé et sont partis, et que j'ai pu enlever les couvertures, Benjamin était raide et clairement mal à l'aise, mais il n'avait pas fait un seul bruit qui aurait pu le dénoncer. En mars 1983, nous avons eu une autre frayeur qui m'a terrifié. Un groupe de randonneurs s'est perdu dans les montagnes pendant une tempête de printemps et a fini par errer sur ma propriété. C'était 4 personnes, 2 jeunes couples de Seattle, qui n'avaient clairement aucune expérience du véritable monde sauvage. Je les ai trouvés près du chemin menant à ma maison, confus et effrayés, et je les ai aidés à s'orienter, leur donnant des indications pour retourner au sentier principal et leur offrant d'utiliser mon téléphone pour appeler leurs amis qui devaient s'inquiéter. Pendant qu'ils étaient dans ma maison, utilisant le téléphone et se réchauffant avec un café, l'un d'eux a posé une question sur la grange, disant que cela semblait être une structure intéressante et demandant s'il pouvait la voir. « C'est juste du stockage », ai-je dit rapidement, « de vieux outils et du matériel de mon grand-père, rien d'intéressant vraiment. En plus, c'est fermé à clé et je ne me souviens plus où j'ai mis la clé. » En disant cela, je pouvais voir la grange par ma fenêtre et je savais que Benjamin était à l'intérieur, improbablement réveillé par les voix inconnues, probablement terrifié que son refuge soit sur le point d'être envahi. Les randonneurs sont finalement partis après s'être réchauffés et avoir passé leurs appels. Mais j'ai passé le reste de la journée à trembler en pensant à quel point nous avions frôlé la catastrophe. Ce soir-là, quand je suis allé voir Benjamin, il a fait des gestes qui indiquaient clairement qu'il avait entendu les voix, qu'il avait eu peur. « Je suis désolé », lui ai-je dit. « Je sais que tu as dû être terrifié, mais je ne pouvais pas les laisser entrer. Je ne laisserai jamais personne te trouver, je te le promets. » Benjamin a posé sa main sur ma tête doucement, un geste qu'il avait commencé à utiliser pour indiquer la compréhension et la gratitude. Les années ont passé, et Benjamin et moi sommes tombés dans un rythme prévisible. J'ai appris plus de choses sur lui que n'importe quel scientifique n'aurait probablement jamais rêvé d'apprendre sur son espèce. Sa force était incroyable. Je l'ai vu une fois soulever une poutre en bois de 400 livres d'une seule main et la déplacer comme si elle ne pesait rien. Son agilité était remarquable malgré sa taille massive et sa boiterie. Il pouvait grimper au grenier de la grange en quelques secondes en utilisant les poutres de soutien comme une échelle. Ses sens étaient considérablement supérieurs aux miens. Il pouvait entendre mon pick-up arriver sur le chemin de terre à plus d'1 mile de distance. Il pouvait sentir quand un animal s'approchait de la propriété bien avant que je puisse le voir. Sa vision nocturne était parfaite. Il pouvait naviguer dans la grange, dans l'obscurité totale, sans difficulté. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était sa complexité émotionnelle. Benjamin éprouvait clairement de la joie, émettant des sons heureux quand je lui apportais ses aliments préférés ou quand je lui montrais quelque chose de nouveau. Il éprouvait de la tristesse. Je pouvais le voir dans ses yeux pendant les longues nuits d'hiver où le vent hurlait dehors et qu'il regardait par les fentes des murs vers la forêt qu'il ne pouvait plus explorer librement. Il ressentait de la peur quand il entendait des voix inconnues ou des bruits de véhicules approchant. Et plus remarquablement, il ressentait de l'affection et l'exprimait de manières étonnamment similaires à celles d'un humain. Il avait aussi le sens de l'humour. Parfois, il cachait mes outils pour me faire une blague, puis faisait ce son d'amusement quand il me voyait les chercher, confus. Il pouvait être joueur, doux, prévenant.
En 1985, j'ai fait ma première modification majeure à la propriété, spécialement conçue pour améliorer la qualité de vie de Benjamin. J'ai dit aux gens du village que je construisais un grand hangar de stockage attenant à la grange, mais en réalité, je créais un tunnel souterrain qui relierait la grange à une zone de la forêt où Benjamin pourrait sortir en toute sécurité la nuit, sans être vu. Il m'a fallu 8 mois de travail, creusant le tunnel à la main les soirs et les week-ends, le renforçant avec du bois puis avec du béton, m'assurant qu'il était assez grand pour que Benjamin puisse y passer confortablement. Le tunnel mesurait 30 pieds de long et débouchait sur un enclos d'environ 1/3 d'acre que j'ai clôturé avec une barrière de 14 pieds de haut, camouflée pour ressembler à une croissance naturelle de la forêt, en utilisant des branches entrelacées et de la végétation plantée stratégiquement. La première nuit où Benjamin est sorti par le tunnel dans l'enclos, il est resté debout sous le ciel ouvert pendant près d'1 heure, regardant simplement les étoiles qu'il n'avait pas vues depuis 3 ans. Je suis resté à l'entrée du tunnel, à le regarder, et je jure que j'ai vu des larmes dans ses yeux quand il s'est finalement tourné pour me regarder. Je sais que ce n'est pas la même chose que la vraie liberté, ai-je dit à voix basse. Je sais que tu es toujours enfermé, mais au moins tu peux sentir le vent, voir les étoiles, être parmi de vrais arbres, même si tu ne peux pas y errer librement. Benjamin s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, ses longs bras m'enveloppant complètement, me tenant avec une douceur remarquable compte tenu de sa force. C'était un moment que je n'oublierai jamais, cet être massif et puissant exprimant sa gratitude de la manière la plus humaine possible. En 1987, nous avions développé un système de communication encore plus sophistiqué. J'avais créé un jeu de cartes illustrées, des centaines d'entre elles, avec des dessins simples représentant des objets, des actions, des émotions, des concepts. J'ai passé des mois à apprendre à Benjamin à associer les images à des significations, et sa capacité d'apprentissage était stupéfiante. En quelques mois, il pouvait utiliser les cartes pour communiquer des idées complexes, pointant des séquences de cartes pour former des phrases de base. Il a appris les nombres jusqu'à 20, a appris à comprendre le concept du temps quand je lui montrais des cadrans d'horloge pour lui expliquer quand je reviendrais d'un travail. Il a même saisi des concepts abstraits comme avant et après, plus et moins, même et différent. Tu es plus intelligent que la moitié des gens que je connais, lui ai-je dit un après-midi, alors qu'il identifiait correctement une séquence complexe de cartes que j'avais disposées pour tester sa compréhension. Si le monde scientifique savait de quoi tu es capable, comment tu penses et ressens, cela révolutionnerait complètement notre compréhension de l'intelligence et de la conscience. Mais c'était exactement la raison pour laquelle le monde ne pouvait pas savoir. Les frayeurs et les moments de tension ont continué au fil des ans. En 1988, une équipe de recherche de l'Université du Montana menait une étude sur les populations de loups dans la région et a demandé la permission de placer des pièges photographiques sur ma propriété. J'ai dû refuser poliment, disant que je tenais à ma vie privée et que je ne voulais pas que des inconnus entrent et sortent de mes terres. Le chercheur principal a essayé de faire pression sur moi, expliquant l'importance de leur étude, mais je suis resté ferme. Ce refus m'a probablement fait passer pour un ermite paranoïaque, mais c'était mieux que de risquer qu'un piège photographique capture des images de Benjamin dans son enclos nocturne. En 1990, la valeur des propriétés dans la région a commencé à augmenter de façon spectaculaire lorsque les riches Californiens ont découvert le Montana comme lieu de vacances à la mode. Les promoteurs ont commencé à acheter de grandes parcelles de terre pour les subdiviser en propriétés de vacances. Un agent immobilier particulièrement tenace a commencé à me rendre visite régulièrement, offrant des sommes de plus en plus importantes pour ma propriété. « Monsieur Chen, m'a-t-il dit lors de sa 4e visite, je vous offre 400 000 $ pour 60 acres de forêt. C'est plus d'argent que vous ne gagnerez probablement en 10 ans comme électricien.
Vous pourriez prendre votre retraite, déménager quelque part au chaud, vivre confortablement le reste de votre vie. Ce n'est pas à vendre, ai-je répondu fermement. Cette terre appartenait à mon grand-père. Il me l'a laissée et je la garderai jusqu'à ma mort. Aucune somme d'argent ne changera ça. Mais il a continué à revenir, tous les quelques mois avec une nouvelle offre, chaque fois plus élevée. En 1992, il offrait près d'un demi-million de dollars. Quand je lui ai finalement dit que s'il revenait encore une fois, j'appellerais la police pour harcèlement, il a finalement compris le message. Benjamin était plus important que n'importe quelle somme d'argent que je pouvais imaginer. Alors que les années 90 avançaient, j'ai commencé à m'inquiéter sérieusement de l'avenir à long terme. J'approchais de la quarantaine, encore en bonne santé et capable, mais ce ne serait pas toujours le cas. Qu'arriverait-il à Benjamin quand je vieillirais, quand je ne pourrais plus effectuer le travail physique nécessaire pour m'occuper de lui? Que se passerait-il quand je mourrais et qu'il n'y aurait personne pour prendre soin de lui? Benjamin vivait en captivité depuis près d'une décennie à ce moment-là. Il avait perdu toute compétence de survie dans la nature qu'il aurait pu avoir. Il dépendait entièrement de moi pour la nourriture, l'abri, la protection. J'ai commencé à économiser de l'argent de manière agressive, mettant de côté chaque dollar supplémentaire que je gagnais de mes travaux d'électricien. J'ai acheté des propriétés environnantes lorsqu'elles étaient mises en vente, même si cela m'a endetté. 50 acres de plus en 1993, 40 autres en 1995, un lot supplémentaire de 30 acres en 1997. En 1998, je possédais près de 200 acres de forêt continue, créant une zone tampon massive entre Benjamin et tout voisin curieux ou visiteur accidentel. J'ai aussi commencé à tout documenter méticuleusement. J'ai acheté des dizaines de carnets et j'ai commencé à tenir des registres quotidiens détaillés. Comment prendre soin de Benjamin, ses besoins alimentaires spécifiques, ses problèmes de santé. Il a développé une arthrite sévère dans la jambe qui avait été prise au piège et nécessitait une gestion attentive de la douleur. Ses préférences, il adorait les pommes mais détestait les oranges. Il adorait écouter de la musique de piano mais devenait agité avec les guitares électriques fortes. Ses routines et ses rythmes. Si quelque chose m'arrivait, pensais-je, quiconque trouverait ces carnets saurait au moins comment s'occuper de lui correctement. Benjamin semblait percevoir mes inquiétudes concernant l'avenir. Un après-midi de 1998, 16 ans après l'avoir trouvé, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. En utilisant les cartes illustrées que nous utilisions depuis des années, il a créé une séquence qui m'a ému aux larmes. Il a placé une carte montrant mon image que j'avais dessinée, puis une carte avec son image, puis une carte montrant une maison, et enfin une carte avec un cœur. Toi et moi, maison, amour, ai-je interprété. C'est notre maison, nous sommes une famille, nous nous aimons. Benjamin a hoché la tête avec insistance, puis a fait autre chose. Il a pointé vers moi, a posé sa main sur son propre cœur, puis a tendu cette main vers moi. Son geste de gratitude et d'affection la plus profonde qu'il avait développée au fil des ans. « Mon ami », ai-je dit, la voix brisée par l'émotion, « nous sommes une famille. Tu es coincé avec moi pour le long terme, jusqu'à ce que l'un de nous quitte ce monde. » Alors que nous approchions du tournant du millénaire, le monde s'inquiétait du bug de l'an 2000 et de l'effondrement possible des systèmes informatiques. Je m'inquiétais de choses différentes, plus personnelles. Benjamin était d'âge moyen maintenant, probablement autour de 42 ans selon mes meilleures estimations basées sur sa condition physique et ses niveaux d'énergie. J'avais 38 ans. Nous avions passé 16 ans ensemble, plus d'un tiers de nos vies, cachés du monde, créant notre propre petit univers secret dans cette grange et dans l'enclos forestier qui l'entourait. J'avais sacrifié toute chance d'une vie conventionnelle pour cela. Pas de femme, pas d'enfants, pas de véritables amitiés proches, car garder le secret de Benjamin signifiait maintenir tout le monde à une certaine distance.
Je ne pouvais pas inviter des gens sur ma propriété. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'avais besoin de tant de temps seul. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un s'approche trop près et découvre la vérité. Mon existence entière tournait autour de la protection de Benjamin, de subvenir à ses besoins, de le garder en sécurité et caché du monde qui en ferait un spectacle ou un objet d'étude. Mais en regardant Benjamin le soir du Nouvel An 1999, assis paisiblement dans la grange, en écoutant une symphonie de Beethoven à la radio, pendant que le monde attendait le passage au nouveau millénaire, j'ai su que j'avais pris la bonne décision toutes ces années auparavant. Le monde pouvait voir Benjamin comme un monstre, une curiosité, un spécimen scientifique de valeur. Mais je le voyais pour ce qu'il était vraiment. Une personne différente de moi, certes en forme et en biologie, mais une personne pensante, sensible, qui éprouvait des émotions, qui avait des préférences, des peurs et des espoirs, qui méritait la dignité, la sécurité et la bonté. Et je continuerai à le protéger, quel qu'en soit le coût personnel, aussi longtemps que nous vivrions tous les deux. Les années 2000 ont apporté de nouveaux défis que je n'avais pas entièrement anticipés. La technologie progressait à un rythme qui rendait de plus en plus difficile de garder des secrets de quelque nature que ce soit. L'imagerie satellitaire est devenue plus détaillée et plus accessible au public. Google Earth a été lancé en 2005 et soudain, n'importe qui avec une connexion Internet pouvait voir des photographies aériennes de n'importe quelle propriété, y compris la mienne. Je suis devenu presque paranoïaque quant à ce qui pourrait être visible d'en haut. J'ai construit des structures de toits supplémentaires sur des parties de l'enclos extérieur, les faisant ressembler à des extensions naturelles de la canopée de la forêt, plutôt qu'à des constructions humaines. J'ai planté des arbres à croissance rapide de manière stratégique pour bloquer les lignes de vue sous certains angles. J'ai même fait des recherches sur la technologie d'imagerie thermique, après avoir lu un article sur la façon dont les chasseurs l'utilisaient, craignant que quelqu'un puisse survoler ma propriété avec des caméras thermiques et détecter la signature de chaleur distinctive de Benjamin. Le monde devient plus petit, ai-je dit à Benjamin un après-midi en 2006, plus connecté, il est plus difficile de garder quoi que ce soit privé. Tout le monde a des appareils photos sur son téléphone maintenant, il y a des satellites qui prennent des photos depuis l'espace, il y a Internet où les gens partagent des informations instantanément avec des millions de personnes. Nous devons être plus prudents que jamais. Benjamin, maintenant dans la quarantaine selon mon estimation, a hoché lentement la tête. Ses poils avaient commencé à grisonner autour de son visage et de ses épaules, et ses mouvements étaient nettement plus raides qu'ils ne l'avaient été 2 décennies plus tôt. L'arthrite dans sa jambe blessée le dérangeait de plus en plus, chaque année, surtout pendant le froid de l'hiver où les températures au Montana pouvaient descendre bien en dessous de 0. J'avais 44 ans alors, et je commençais aussi à sentir mon âge. Des années de travail d'électricien, à monter sur des échelles, à me contorsionner dans des espaces étroits, à porter du matériel lourd, avaient laissé des traces sur mon dos et mes genoux. Je m'inquiétais de ce qui se passerait lorsque l'entretien physique de la propriété deviendrait trop pour moi, lorsque je ne pourrais plus porter les sacs de 50 livres de nourriture de mon pick-up à la grange, lorsque les réparations nécessaires deviendraient trop exigeantes physiquement pour que je les gère seul. En 2007, j'ai pris une décision qui me terrifiait, mais qui semblait nécessaire. J'avais besoin d'aide, mais je ne pouvais pas faire confiance à des étrangers. J'ai contacté ma nièce Sarah Chen, la fille de mon frère cadet, qui avait 26 ans et travaillait comme biologiste de la faune pour le département de la pêche et de la faune du Montana. Sarah avait toujours été brillante, compatissante et surtout, elle était de la famille. Si quelqu'un pouvait comprendre et garder ce secret, ce serait elle. Je l'ai invitée à me rendre visite pendant 1 semaine, en août 2007. Le 4e jour de sa visite, après que nous ayons passé du temps à renouer contact et que j'ai réévalué son caractère, j'ai décidé de prendre le risque. « Sarah, lui ai-je dit, je dois te montrer quelque chose qui va complètement changer ta compréhension du monde.
Mais avant de te le montrer, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Tu ne dois jamais en parler à personne, ni à tes parents, ni à tes amis, ni à tes collègues de travail. Absolument personne. Si tu ne peux pas faire cette promesse avec une certitude absolue, nous nous arrêtons ici et nous n'en parlons plus jamais. L'expression de Sarah est devenue sérieuse. Tonton Marcus, tu me fais peur. Tu as des problèmes? C'est quelque chose d'illégal? Je protège quelque chose de très important, quelque chose qui, si découvert, attirerait une attention non désirée qui détruirait ce que j'ai construit ici. C'est quelque chose d'extraordinaire, Sarah, mais j'ai besoin de savoir que je peux te faire entièrement confiance avant de te le montrer. Sarah m'a regardé dans les yeux pendant un long moment, puis a hoché la tête. Tu peux me faire confiance, tonton Marcus, je le promets. Quoi que ce soit, je garderai ton secret. Je l'ai emmené à la grange. Benjamin était dans son enclos extérieur auquel il pouvait accéder par le tunnel. C'était en fin d'après-midi et il sortait généralement à cette heure-là. J'avais dit à Benjamin ce matin-là, en utilisant nos cartes illustrées, que quelqu'un que je connaissais viendrait, quelqu'un de confiance, et qu'il devait être calme et ne pas avoir peur. Quand Sarah a vu Benjamin debout sous les arbres de l'enclos, elle est littéralement tombée en arrière, trébuchant sur ses propres pieds sous le choc. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « C'est impossible, c'est un Sasquatch, un putain de Sasquatch. Tonton Marcus, quoi, comment, quand ? Il s'appelle Benjamin, ai-je dit calmement. Je l'ai trouvé en 1982, pris dans un piège à ours en train de mourir, et je le protège depuis. 25 ans, Sarah. Il vit ici depuis 25 ans. Sarah ne pouvait pas former de mots cohérents. Elle regardait juste, bouche bée, tandis que Benjamin nous observait avec des yeux méfiants. Il est incroyablement intelligent, Sarah. Aussi intelligent que toi ou moi. Il comprend l'anglais, communique par des gestes et des cartes illustrées. Il est doux et gentil. Il est aussi terrifié en ce moment parce qu'il y a une étrangère ici. Alors j'ai besoin que tu respires profondément et que tu te calmes pour que nous puissions faire ça correctement. Il a fallu près de 2 heures à Sarah pour traiter complètement ce qu'elle voyait. Elle a posé des centaines de questions auxquelles j'ai répondu patiemment et complètement. Progressivement, au fil des heures, et alors que Benjamin commençait à se détendre en voyant que Sarah n'était pas une menace, elle a commencé à comprendre l'ampleur de ce que j'avais gardé secret pendant un quart de siècle. « Tonton Marcus », a-t-elle finalement dit alors que nous étions assis à l'extérieur de l'enclos, regardant Benjamin explorer parmi les arbres avec sa boiterie caractéristique. « Est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie ? C'est potentiellement la découverte zoologique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Les scientifiques. Ils l'enfermeraient, l'ai-je interrompu. Ils l'étudieraient comme un animal de laboratoire, lui enlèveraient toute la dignité qui lui reste, en feraient un spectacle pour que le monde le regarde bouche bée. Ils détruiraient tout ce que nous avons construit ici. C'est pourquoi personne ne doit savoir, Sarah, jamais. Comprends bien, Benjamin est une personne, pas un spécimen. Il a des droits, même si la loi ne les reconnaît pas. Il a des sentiments et des peurs, et il mérite de vivre en paix, pas dans un zoo ou une installation de recherche. Sarah a passé le reste de cette semaine à faire la connaissance de Benjamin, à l'observer, à s'émerveiller de son intelligence et de son émotivité. Au moment de son départ, elle comprenait pourquoi j'avais gardé le secret. Elle a promis d'aider, d'être là si quelque chose m'arrivait, de prendre en charge les soins de Benjamin si nécessaire. Elle a aussi promis de ne jamais le dire à personne, pas même à son propre père, mon frère. « Merci », lui ai-je dit quand elle est partie. « Tu viens de devenir responsable du plus grand secret du monde. Peu de gens peuvent t'en dire autant. »« Je ne te décevrai pas, tonton Marcus, » a-t-elle répondu, « ni Benjamin. Je m'occuperai de lui si quelque chose t'arrive. Je le promets. » Le fait que Sarah soit au courant était à la fois un soulagement immense et une nouvelle source d'anxiété.
Mais au fil des ans, comme elle a tenu sa promesse, visitant régulièrement pour aider avec les travaux plus lourds et l'achat de provisions, j'ai su que j'avais pris la bonne décision. En 2008, j'ai eu 46 ans et Benjamin en avait probablement environ 51. Nous ralentissions tous les deux de manière notable, mais nos routines restaient stables. Benjamin avait son temps à l'extérieur chaque nuit, ses repas réguliers, sa musique et sa télévision. J'étais passé à un lecteur DVD et Benjamin avait développé des films préférés qu'il regardait en boucle. Il aimait particulièrement les documentaires sur la nature et je pense que le monde sauvage qu'il avait autrefois connu lui manquait profondément. Mais cette année-là a apporté une crise qui a failli me le faire perdre. En octobre 2008, lors d'une de ses visites régulières, Sarah a remarqué que Benjamin se déplaçait étrangement, respirant avec difficulté. « Tonton Marcus », a-t-elle dit d'urgence, « quelque chose ne va pas. Regarde comment il respire. Sa couleur n'est pas bonne, je pense qu'il est vraiment malade. » Benjamin haletait, luttant clairement pour reprendre son souffle, sa peau visible autour de ses yeux et de sa bouche semblait grisâtre. Et il paraissait désorienté, tournant en petits cercles au lieu de se déplacer avec un but. « Je pense que c'est une pneumonie », ai-je dit, sentant la panique monter en moi. Ou peut-être son cœur. Mon Dieu, Sarah, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas l'emmener chez un vétérinaire, je ne peux pas appeler un médecin. Qu'est-ce que je fais, bordel? Sarah a réfléchi rapidement. Je connais quelqu'un, une collègue, le docteur Jennifer Hayes. C'est une vétérinaire spécialisée dans la faune sauvage. Elle travaille avec de grands animaux, des ours, des élans. Elle est discrète et ne pose pas de questions gênantes. Laisse-moi l'appeler, Sarah. Non, ai-je commencé à objecter, mais Sarah m'a interrompu fermement. Si nous ne faisons rien, Benjamin va mourir. Il pourrait mourir cette nuit. Fais-moi confiance sur ce coup, tonton Marcus. Fais confiance à mon jugement. Le docteur Jennifer Hayes est arrivé le lendemain matin, croyant qu'elle venait soigner un grand animal exotique que l'oncle d'une collègue possédait illégalement. Sarah avait été délibérément vague dans sa description au téléphone. Quand le docteur Hayes a vu Benjamin, elle est restée complètement immobile pendant au moins 1 minute, son visage passant par une série d'expressions: choc, incrédulité, stupéfaction, peur. « Ce n'est pas possible », a-t-elle finalement murmuré. « Ça ne peut pas être réel. J'hallucine. Quelqu'un a drogué mon café ce matin. »« C'est réel et il est en train de mourir », ai-je dit. « Pouvez-vous l'aider, s'il vous plaît ?» Le docteur Hayes, à son grand crédit, s'est rapidement remise de son choc initial et est passée en mode professionnel. Elle a examiné Benjamin minutieusement alors qu'il était trop malade pour avoir peur de cette nouvelle étrangère. Son diagnostic était une pneumonie sévère, mais traitable si nous agissions rapidement et agressivement. Il a besoin d'antibiotiques puissants, d'un soutien respiratoire. Je dois le surveiller de près pendant au moins 2 semaines, a-t-elle dit. Je peux le faire, je peux le soigner. Mais vous deux, a-t-elle pointé vers Sarah et moi, vous me devez chaque putain de détail sur comment cela s'est produit, comment vous avez eu un Sasquatch vivant sur votre propriété pendant des décennies sans que personne ne le sache. Nous avons soigné Benjamin pendant 3 semaines intensives. Le docteur Hayes venait tous les jours, apportant des médicaments, du matériel de surveillance, tout le nécessaire. La fièvre de Benjamin a finalement baissé le 7e jour, et le 12e jour, il respirait à nouveau normalement, bien que toujours faible. Le docteur Hayes a refusé tout paiement, disant que l'expérience elle-même était une compensation plus que suffisante. « C'est absolument extraordinaire », m'a-t-elle dit en rangeant son équipement après la visite finale. Physiologiquement, il est similaire au grand singe, mais avec des adaptations uniques, fascinantes. Sa capacité pulmonaire est massive, probablement une adaptation aux hautes altitudes. Son système cardiovasculaire est incroyablement efficace. Et Marcus, il te fait entièrement confiance. Le lien entre vous deux est quelque chose que je n'ai jamais vu entre un humain et un animal.
Ce n'est pas un animal, ai-je corrigé gentiment. C'est une personne. Différente, oui, mais une personne avec des pensées, des sentiments et une conscience. Le docteur Hayes a hoché lentement la tête. Oui, je peux le voir maintenant. Après avoir passé du temps avec lui, je peux vraiment le voir. Elle est devenue partie de notre cercle de confiance. 3 personnes dans le monde entier qui connaissaient l'existence de Benjamin et toutes engagées à le protéger. Les années 2010 ont apporté plus de changements. J'ai eu 54 ans en 2016, officiellement dans la fin de ma quarantaine, et je le sentais dans chaque articulation. Mon dos était constamment douloureux, mes genoux craquaient quand je montais les escaliers, et j'avais eu une légère crise cardiaque en 2014 qui m'avait profondément effrayé quant à ma mortalité. Benjamin était dans la cinquantaine, se déplaçant de plus en plus lentement, dormant plus d'heures chaque jour, mangeant moins. Nous étions tous les deux de vieux hommes maintenant, et nous savions tous les deux que notre temps ensemble était limité. Sarah venait plus souvent, maintenant mariée à un homme nommé Tom, qui travaillait comme garde forestier. Sarah a finalement parlé de Benjamin à Tom en 2015 après leur mariage, et Tom, après le choc initial prévisible, s'est intégré à notre cercle secret. Tom aidait à l'entretien de la propriété qui devenait trop difficile pour moi physiquement. Le docteur Hayes est également devenu une visiteuse régulière, surveillant la santé de Benjamin à mesure qu'il vieillissait, documentant tout scientifiquement, mais gardant toutes les informations strictement confidentielles. « Tonton Marcus », m'a dit Sarah un jour en 2017 en examinant mes carnets de notes détaillés sur Benjamin, « tu as tenu des registres incroyablement détaillés pendant 35 ans. Ce sont des données inestimables sur une espèce inconnue. Même si Benjamin est le dernier de son espèce, cette information pourrait être scientifiquement révolutionnaire. Aucune publication tant qu'il est en vie, ai-je dit fermement. Rien qui pourrait mener les gens ici. Après que nous soyons tous les deux partis, tu pourras décider quoi faire de toutes ces informations, mais pas avant. Je comprends, mais tonton Marcus, a demandé Sarah avec précaution. Et s'il n'est pas le dernier? Et s'il y en a d'autres là-dehors qui pourraient bénéficier de ce que tu as appris sur leurs soins, leurs besoins, leur psychologie? C'était une question qui m'avait hanté pendant des décennies. S'il y avait d'autres comme Benjamin se cachant dans les vastes étendues sauvages de l'Amérique du Nord, mes connaissances pourraient-elles les aider d'une manière ou d'une autre? Mais le risque était trop grand. Révéler ce que je savais signifiait révéler l'existence de Benjamin, et je lui avais promis, il y a 35 ans, que je le garderais en sécurité quoi qu'il arrive. En 2018, la santé de Benjamin a commencé à décliner de manière plus notable. Il mangeait beaucoup moins, se déplaçait avec grande difficulté, passant la plupart de son temps à dormir sur le lit spécialement construit que nous avions fait pour lui. Essentiellement une grande plateforme avec des matelas épais qui pouvaient supporter son poids tout en le gardant confortable. Le docteur Hayes l'a examiné en détail et m'a donné la nouvelle que j'avais redoutée mais attendue. « Il est en train de mourir, Marcus », a-t-elle dit doucement. « Pas immédiatement, nécessairement, mais ses systèmes s'arrêtent progressivement. C'est la vieillesse. Il pourrait avoir encore quelques années ou cela pourrait être des mois. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. » Je me suis assis avec Benjamin cet après-midi-là, ma main sur son épaule massive, tous deux vieux et fatigués, faisant face à la fin inévitable. « Tu as eu une bonne vie, lui ai-je dit, en sécurité, confortable. Tu as été aimé. C'est plus que ce que beaucoup obtiennent dans ce monde. J'espère que tu ne regrettes pas d'être resté ici avec moi toutes ces années, au lieu d'être libre dans la forêt. » Benjamin a posé sa main sur la mienne, puis a pointé vers les cartes illustrées que nous utilisions encore après toutes ces années. Il a pointé la carte qui me représentait, puis celle qui le représentait lui, puis le symbole du cœur qui signifiait amour ou famille. Pas de regret. Famille. Amour. Oui, ai-je dit, des larmes coulant sur mon visage.
Je n'ai pas de regrets non plus, mon ami. Pas un seul. Benjamin a vécu plus longtemps que ce que le docteur Hayes avait initialement prédit. Tout au long de 2019 et jusqu'en 2020, alors que le monde faisait face à la pandémie de Covid-19, Benjamin et moi faisions face à notre propre crise privée de vieillissement et de mortalité. L'isolement que tout le monde a soudainement connu pendant la pandémie n'était rien de nouveau pour nous. Nous étions isolés ensemble depuis 38 ans à ce moment-là. La pandémie nous a en fait aidés d'une certaine manière, avec moins de gens visitant les zones reculées et plus de gens restant à la maison, il y avait moins de risques de découverte accidentelle. Sarah et Tom ont emménagé dans l'une des maisons de ma propriété pour m'aider avec les soins quotidiens de Benjamin, disant à tout le monde qu'ils aidaient leur oncle âgé pendant le confinement. Le monde de Benjamin s'était maintenant réduit à la grange seul. Il n'avait plus la force de naviguer dans le tunnel jusqu'à son enclos extérieur. Son arthrite était si sévère que se déplacer était clairement douloureux, même avec les médicaments que le docteur Hayes lui fournissait. Il passait presque tout son temps dans son lit, mais son esprit restait étonnamment vif. Il appréciait toujours sa musique, regardait toujours des documentaires sur la nature, sur la télévision que nous avions montée, là où il pouvait la voir depuis son lit. Il communiquait toujours avec nous par des gestes et ses cartes illustrées, bien que ses mouvements fussent beaucoup plus lents et délibérés. En juillet 2020, j'ai eu 58 ans. Benjamin avait probablement environ 63 ou 64 ans. Nous étions ensemble depuis 38 ans, plus de la moitié de ma vie, plus de la moitié de la sienne. Tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés ? Lui ai-je demandé un après-midi alors que nous étions assis ensemble dans la grange. Tu étais coincé dans ce maudit piège, en train de mourir, et j'étais juste un électricien qui ne pouvait pas laisser une créature souffrir. Je n'ai jamais rien planifié de tout ça. Je n'ai jamais imaginé que nous passerions près de 4 décennies ensemble, cachés du monde. Benjamin a fait un son doux, puis a pointé une carte qui montrait 2 silhouettes ensemble, puis a pointé vers moi, vers lui-même, a posé sa main sur son cœur. « Frère », ai-je dit, comprenant. « Oui, nous sommes devenus des frères, pas par le sang, mais par choix. » Il a hoché lentement la tête, ses yeux toujours brillants et intelligents, malgré la détérioration de son corps, rempli de ce que je ne peux décrire que comme un amour profond. En novembre 2020, Benjamin a cessé de manger régulièrement. Le docteur Hayes l'a examiné mais n'a rien trouvé d'aigu, juste la défaillance générale des systèmes qui vient avec l'extrême vieillesse. Elle a augmenté ses analgésiques et l'a rendu aussi confortable que possible. Cela pourrait être des jours, des semaines ou peut-être quelques mois de plus, m'a-t-elle dit en privé. Mais Marcus, tu dois te préparer mentalement, et nous devons discuter de ce qui se passe après. Après, ai-je répété engourdi, je ne m'étais pas autorisé à vraiment penser à l'après. Son corps, Marcus, nous ne pouvons pas simplement l'enterrer dans la forêt comme un animal de compagnie. Il est scientifiquement important, ce qu'il représente, ce que tu as documenté sur lui pendant près de 40 ans. Le monde devrait savoir un jour qu'il a existé. Je lui ai promis le secret. Je lui ai promis la protection, ai-je dit. Comment puis-je trahir ça même après son départ? Tu lui as promis la protection tant qu'il était en vie, a dit le docteur Hayes doucement. Après son départ, cette promesse change, Marcus. Le monde mérite de savoir que ces créatures ont existé, que l'une d'elles a fait suffisamment confiance à un humain pour passer toute sa vie avec lui. C'est important. Sarah avait une perspective différente. Tonton Marcus, tu as caché Benjamin pendant près de 40 ans. C'est un acte d'amour et de protection incroyable. Mais quand il sera parti, ne penses-tu pas que son histoire mérite d'être racontée? Que le monde mérite de savoir ce qu'il était vraiment? Pas les légendes ou les mythes, mais la vérité sur son intelligence, ses émotions, sa capacité d'amitié? Le gouvernement viendra, ai-je dit. Ils prendront son corps, ils prendront tous mes carnets, ils classeront tout.
Sa mémoire disparaîtra dans une chambre forte secrète quelque part. Pas si nous contrôlons le récit, a suggéré Tom. Et si nous documentions tout d'abord, photos, vidéos, échantillons d'ADN, et que nous rendions tout public immédiatement après son décès, de manière si large et publique que le gouvernement ne puisse pas l'étouffer. C'est dangereux, a averti le docteur Hayes. Marcus pourrait faire face à des conséquences légales, héberger une espèce inconnue sans permis, dissimuler des informations aux autorités. Il pourrait perdre sa propriété, il pourrait risquer la prison. J'ai 58 ans, ai-je dit. J'ai vécu ma vie. Si raconter l'histoire de Benjamin me coûte ma liberté ou ma propriété, c'est peut-être un prix qui en vaut la peine. Il mérite qu'on se souvienne de lui comme plus qu'une légende. Nous avons passé l'hiver 2020 et le printemps 2021 à nous préparer. Le docteur Hayes a pris des centaines de photos de Benjamin, documentant chaque aspect de son physique, ses caractéristiques uniques, son espace de vie, les cartes illustrées que nous utilisions pour communiquer. Sarah et Tom ont tourné des vidéos de Benjamin, en train de communiquer, de répondre à des questions, de démontrer son intelligence et sa personnalité. Le docteur Hayes a prélevé des échantillons de sang, de poils et de tissus pour une analyse ADN avec un laboratoire en qui elle avait confiance. J'ai organisé mes carnets chronologiquement, près de 40 ans d'entrées quotidiennes sur la vie, le comportement, la santé et les émotions de Benjamin. C'était la documentation la plus complète de l'existence d'un Sasquatch jamais compilée. Benjamin semblait comprendre ce que nous faisions. Il coopérait pour les photos et les vidéos, semblant même faire un effort les bons jours pour démontrer ses capacités de communication pour les caméras. « Pourquoi penses-tu qu'il est d'accord avec ça ?» m'a demandé Sarah. « Il a vécu caché pendant près de 40 ans. Pourquoi nous laisser tout documenter maintenant ?»« Parce qu'il sait qu'il est en train de mourir, ai-je dit. Et je pense qu'à un certain niveau, il veut qu'on se souvienne de lui. Il veut que son espèce soit connue, même s'il finit par être le seul que nous ayons jamais confirmé. » Le 8 juin 2021, l'état de Benjamin s'est rapidement détérioré. Nous nous sommes tous réunis dans la grange. Moi, Sarah, Tom et le docteur Hayes. Benjamin luttait pour respirer, clairement en grande souffrance malgré tous les médicaments que nous lui avions donnés. « Est-ce qu'il souffre ?» ai-je demandé au docteur Hayes, la voix tremblante. « Ses poumons sont en train de lâcher, » a-t-elle répondu doucement. « Ce n'est plus très long maintenant, Marcus. » Je me suis assis à côté du lit de Benjamin, tenant sa main massive entre les miennes. « C'est bon, » lui ai-je murmuré. « C'est bon de lâcher prise, mon ami. Tu t'es assez battu. Tu as vécu une bonne vie, tu as été aimé, tu as été en sécurité. C'est tout ce que n'importe qui peut vraiment demander. » Les yeux de Benjamin se sont concentrés sur moi une dernière fois. Il a serré ma main faiblement. Puis, incroyablement, il a vocalisé quelque chose. Son anatomie vocale n'avait jamais pu produire un discours humain clair, mais ses sons étaient sans équivoque intentionnels. Cela ressemblait à Marcus, mon nom. Il disait mon nom. « Je suis là », ai-je dit, les larmes coulant librement maintenant. « Je suis là avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. » Benjamin a émis un dernier son doux, a serré ma main une fois de plus, puis sa respiration s'est arrêtée. La grange est devenue complètement silencieuse, à l'exception de mes sanglots et des pleurs silencieux de Sarah. Benjamin était parti. Nous sommes restés avec son corps pendant des heures, aucun de nous n'étant encore prêt à le laisser partir. Quand le jour s'est finalement levé, le 9 juin 2021, nous avons commencé le processus que nous avions planifié. Le docteur Hayes a effectué un examen complet et a prélevé des échantillons de tissus finaux pour une conservation à long terme. Sarah et Tom ont pris des photos et des mesures finales. J'ai écrit la dernière entrée dans mon carnet. 9 juin 2021. Benjamin est décédé paisiblement vers 2h37 du matin, entouré de sa famille. Il avait environ 64 ans. Il a vécu avec moi pendant 38 ans
10 mois et 21 jours, le monde a perdu quelque chose d'irremplaçable. Nous avons conservé le corps de Benjamin dans une unité de stockage réfrigérée que nous avions installée, le maintenant à une température constante pendant que nous préparions nos prochaines étapes. Selon notre plan, nous allions rendre l'affaire publique par étapes pour maximiser l'impact et minimiser les chances de suppression. Premièrement, Sarah et Tom ont publié leur documentation en ligne, photos, vidéos, analyses, sur plusieurs plateformes simultanément. Ils ont envoyé des dossiers physiques aux principaux médias, aux revues scientifiques et aux organisations cryptozoologiques. Deuxièmement, le docteur Hayes a soumis son analyse ADN à une revue de génétique à comité de lecture sous son nom, détaillant les échantillons d'un hominidé nord-américain jusqu'alors non identifié, sans encore révéler toute l'histoire. Troisièmement, je me suis préparé à donner une interview à une grande chaîne d'information nationale racontant l'histoire complète de la vie de Benjamin et mes presque 40 ans à le protéger. Nous avons tout lancé simultanément le 20 juin 2021, exactement 12 jours après la mort de Benjamin. La réaction a été instantanée et absolument écrasante. En quelques heures, ma propriété était encerclée par des dizaines de camions de télévision, des centaines de journalistes, des véhicules du gouvernement et des milliers de curieux. Mon téléphone a sonné si constamment que j'ai finalement dû le débrancher du mur. Internet a explosé de débats intenses. Était-ce enfin réel? Un canular élaboré? La découverte scientifique du siècle? Les agents fédéraux sont arrivés le matin du 21 juin, exigeant un accès immédiat au reste de Benjamin et à toute la documentation. Je les ai laissés entrer, leur montrant tout sans résistance. L'agent principal, une femme d'une quarantaine d'années nommée directrice Angela Martinez, a examiné le corps de Benjamin pendant un long moment avant de finalement parler. « Monsieur Chen », a-t-elle dit d'une voix soigneusement neutre, « comprenez-vous les implications légales de ce que vous avez fait ? Héberger une espèce inconnue pendant près de 4 décennies, empêcher une étude scientifique appropriée, retenir des informations des autorités fédérales? Je comprends que j'ai protégé un être intelligent et sensible d'être capturé, étudié comme un animal de laboratoire et transformé en spectacle public. Ai-je répondu fermement. Je lui ai donné une vie de dignité et de sécurité. Si c'est illégal, alors poursuivez-moi. La directrice Martinez m'a regardé pendant un long moment. « Monsieur Chen, il y a eu des rumeurs sur ces créatures depuis plus d'un siècle, des milliers de signalements, une prétendue connaissance gouvernementale dissimulée, mais jamais de preuves concluantes. Ce que vous avez fait ici, c'est fournir une preuve absolument indéniable. Ce corps, votre documentation de près de 40 ans, les preuves ADN, tout est complètement réel et irréfutable. Cela va tout changer. Bien, ai-je dit, ça devrait. Benjamin mérite d'être connu. Son espèce mérite reconnaissance et protection. S'il y en a d'autres là dehors, peut-être que maintenant nous pourrons les protéger correctement, au lieu de simplement les nier. Vous venez peut-être de déclencher la plus grande crise anthropologique et zoologique de l'histoire de l'humanité, a déclaré la directrice Martinez. J'espère que vous êtes préparés à toutes les conséquences. J'ai eu 40 ans pour me préparer, ai-je répondu. Je suis prêt. Les mois qui ont suivi notre révélation ont été un chaos complet et soutenu. Ma propriété est devenue un site de recherche permanent avec des scientifiques, des fonctionnaires du gouvernement et des médias constamment présents. J'ai donné des centaines d'interviews montrant mes carnets détaillés, la grange où Benjamin avait vécu, les cartes illustrées que nous avions utilisées pour communiquer pendant près de 4 décennies. L'analyse ADN a confirmé ce que le docteur Hayes avait documenté. Benjamin était en effet une espèce d'hominidé jusqu'alors non identifiée, génétiquement distincte, mais apparentée aux humains modernes, positionnée sur le plan évolutif quelque part entre les humains modernes et les espèces archaïques éteintes comme les Néandertaliens. La communauté scientifique était profondément divisée entre ceux qui étaient complètement stupéfaits par la découverte
et ceux qui étaient profondément sceptiques qu'une telle chose ait pu rester cachée si longtemps. En janvier 2022, le gouvernement fédéral a officiellement classé l'espèce de Benjamin comme en danger critique d'extinction, voire éteinte, et a mis en place un groupe de travail spécial pour enquêter sur l'existence d'autres populations dans la nature. On m'a offert une immunité totale contre les poursuites en échange d'une coopération totale et de consultation continue sur tout effort de conservation. Ils veulent que tu les aides à en trouver d'autres, a dit Sarah en examinant les documents juridiques. Après près de 40 ans à cacher Benjamin, ils veulent ton aide pour chercher d'autres de son espèce. S'il y en a d'autres là dehors, ai-je dit, ils méritent une protection réelle et efficace, pas seulement le secret et le déni. Benjamin a vécu caché parce qu'il était terrifié par les humains. Peut-être que nous pouvons créer un monde où son espèce n'aura pas à vivre dans cette peur constante. Mais en février 2022, la directrice Martinez est revenue avec une révélation choquante. Monsieur Chen, ce que je vais vous dire a été classifié pendant plus de 60 ans. Le gouvernement est au courant des populations de Sasquatch depuis la fin des années 1950. Nous les surveillons secrètement, protégeons discrètement leurs habitats et maintenons un contrôle strict de l'information pour éviter exactement le genre de chaos que votre révélation a provoqué. Je l'ai fixé, sentant une colère monter en moi. Vous saviez depuis tout ce temps, ai-je dit lentement. Pendant que je passais près de 40 ans à cacher Benjamin, terrifié à l'idée qu'il le trouve et l'emporte, vous saviez déjà que ces créatures existaient. Nous savions qu'elles existaient à l'état sauvage en petit nombre, a déclaré la directrice Martinez. Nous n'avions absolument aucune idée que quelqu'un en avait un vivant sur sa propriété depuis près de 4 décennies. Monsieur Chen, la raison pour laquelle nous avons supprimé l'information n'était pas pour nier leur existence, mais pour les protéger des chasseurs, des chercheurs de trophées et des scientifiques trop zélés qui les auraient conduits à l'extinction. Votre révélation a mis en danger significatif chaque population restante. Alors protégez-les publiquement, ai-je dit avec colère. Rendez leur habitat légalement protégé, appliquez des sanctions sévères pour leur nuire, cessez de prétendre qu'ils n'existent pas et faites vraiment quelque chose d'efficace. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est, vous avez caché la vérité pour vous faciliter la tâche, pas pour vraiment protéger ces créatures. Benjamin a vécu près de 40 ans dans une grange parce qu'il était trop terrifié pour être libre. Ce n'est pas de la protection, c'est juste un autre type de prison. Le débat public a fait rage tout au long de 2022 et jusqu'en 2023. Les groupes environnementaux ont fait pression pour une protection officielle en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition. Les organisations de chasseurs se sont disputées pour savoir si le Sasquatch devait être considéré comme un gibier légal s'il n'était qu'un autre animal sauvage. Les philosophes et les éthiciens ont débattu de la question de savoir si une espèce si proche de l'homme devrait avoir des droits légaux en tant que personne. Le corps de Benjamin est resté sous la garde du gouvernement fédéral, étudié par plusieurs équipes de recherche indépendantes. Elles ont confirmé tout ce que j'avais documenté pendant près de 40 ans. Son intelligence exceptionnelle, ses adaptations physiques uniques, sa capacité évidente à l'émotion complexe et à la communication sophistiquée. Certains scientifiques éminents ont proposé qu'il soit exposé au Smithsonian comme un mémorial à une espèce jusqu'alors inconnue. D'autres ont soutenu que ses restes devraient être rendus à la nature, enterrés dans la forêt d'où il avait été pris 40 ans plus tôt. J'ai lutté pour cette dernière option avec chaque fibre de mon être. Benjamin a vécu toute sa vie d'adulte caché pour éviter d'être un spectacle, ai-je dit dans chaque interview et audience. Vous n'en ferez pas un dans la mort. Il mérite la dignité même maintenant. En septembre 2023, un compromis a finalement été trouvé après des mois de négociations.
Les restes de Benjamin seraient incinérés et ses cendres dispersées dans les montagnes Bitterroot, près de l'endroit où je l'avais trouvé à l'origine. Une petite partie des échantillons de tissu serait conservée pour de futures recherches génétiques. Mes carnets et ma documentation seraient archivés au Smithsonian, disponibles pour les chercheurs qualifiés mais non sensationnalisés pour une exposition publique. La cérémonie a eu lieu le 1er octobre 2023, exactement 41 ans et 2 mois après que j'ai trouvé Benjamin pris au piège dans cette clairière. Sarah et Tom, le docteur Hayes et moi, ainsi qu'un petit groupe de scientifiques et de fonctionnaires du gouvernement qui avaient travaillé sur l'affaire, avons marché jusqu'à l'endroit. Je portais les cendres de Benjamin dans une simple boîte en bois que j'avais fabriquée dans mon atelier, un dernier projet pour mon vieil ami. Quand nous sommes arrivés à l'endroit où je l'avais trouvé tant d'années auparavant, j'ai ouvert la boîte et j'ai commencé à disperser les cendres parmi les arbres où il avait autrefois vécu librement avant que ce piège cruel ne change sa vie pour toujours. Benjamin était plus qu'un spécimen scientifique ou une curiosité zoologique, ai-je dit aux personnes rassemblées. C'était une personne. Il avait des préférences, des émotions et des souvenirs. Il aimait la musique classique et les documentaires sur la nature. Il avait le sens de l'humour. Il ressentait la peur, la joie et l'affection. Pendant près de 40 ans, il a été ma famille et j'étais la sienne. Il m'a fait confiance alors qu'il n'avait aucune raison de faire confiance à un humain. Il est resté quand il aurait pu partir. Il m'a donné de la compagnie et un but. Et en retour, je lui ai donné la sécurité et la dignité. C'est ce que je veux que les gens retiennent. Pas seulement que le Sasquatch est réel, mais qu'ils sont dignes de notre respect, de notre protection et de notre compassion. J'ai dispersé les dernières cendres alors que le vent d'automne les emportait entre les arbres. Repose en paix, mon ami. Tu es à la maison maintenant. Tu es enfin libre. Les suites de la révélation de Benjamin ont continué à se dérouler tout au long de 2023 et jusqu'en 2024. Plusieurs observations crédibles supplémentaires ont été signalées et étudiées dans plusieurs États, bien qu'aucun autre individu n'ait été capturé ou confirmé. D'importantes lois de protection de l'habitat ont été adoptées dans le Montana, l'Idaho, Washington et l'Oregon, créant de vastes réserves fauniques où les créatures pourraient exister sans être dérangées. En avril 2024, j'ai eu 62 ans. Benjamin était parti depuis près de 3 ans. La grange où il avait vécu pendant près de 40 ans était toujours debout mais restait maintenant vide. J'avais tout enlevé. Le lit que nous avions construit, la télévision et le lecteur DVD, les cartes illustrées que nous utilisions pour communiquer. Tout était archivé, documenté, préservé comme preuve d'une expérience de 4 décennies d'amitié interespèces. J'ai donné ma dernière grande interview en mai 2024, assis sur le porche de ma maison, regardant la forêt qui avait été à la fois la prison et le sanctuaire de Benjamin. « Avez-vous des regrets ?» m'a demandé le journaliste. 40 ans de votre vie consacrée à cacher et protéger Benjamin. Vous ne vous êtes jamais marié, n'avez jamais eu d'enfant, n'avez jamais vécu une vie normale. Regrettez-vous ce choix ? J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je regrette qu'il ait eu besoin d'être caché. Je regrette que le monde n'ait pas été un endroit sûr pour qu'il puisse vivre librement. Je regrette qu'il ait passé toute sa vie d'adulte dans une grange, au lieu de ces forêts où était sa place. Mais est-ce que je regrette de l'avoir connu, de l'avoir protégé, de l'avoir aimé ? Jamais. Pas une seule seconde. Quel espérez-vous être l'héritage de Benjamin ? J'espère que les gens comprendront qu'il y a plus dans ce monde que ce que nous pensons savoir. Qu'il y a des mystères qui se cachent encore dans les endroits sauvages et qu'ils méritent notre protection, pas notre exploitation. J'espère que s'il y en a d'autres comme Benjamin là-dehors, ils seront traités avec le respect et la dignité qu'ils méritaient, mais n'a trouvé qu'avec moi. Et j'espère que son histoire nous apprendra quelque chose sur la compassion, sur le fait de voir
au-delà des différences extérieures, pour voir la personne à l'intérieur, quelle que soit la forme que cette personne puisse prendre. Que diriez-vous à Benjamin si vous pouviez lui parler? Une dernière fois, j'ai regardé vers la forêt, vers les montagnes au-delà, vers le ciel, où j'aime imaginer que Benjamin pourrait enfin être vraiment libre. Je lui dirais merci. Merci de m'avoir fait confiance alors que tu n'avais aucune raison de faire confiance à un humain. Merci pour près de 40 ans de compagnie et d'amitié. Merci de m'avoir appris que l'intelligence, l'émotion et la conscience ne sont pas propres aux humains, que la famille peut prendre des formes que nous n'attendons jamais, que parfois, la chose la plus importante que nous puissions faire est de protéger quelqu'un qui ne peut pas se protéger lui-même. Et je lui dirai que je suis désolé. Désolé d'avoir mis si longtemps à raconter son histoire. Désolé que le monde n'ait pas été prêt pour lui de son vivant. Désolé qu'il ait dû passer sa vie à se cacher. Mais surtout, je lui dirai ce que je lui ai dit chaque soir pendant près de 40 ans. Qu'il était aimé, qu'il comptait, que sa vie avait un sens au-delà de ce que la plupart des gens comprendraient jamais. Après le départ du journaliste, je suis resté assis sur ce porche jusqu'à ce que le soleil se couche complètement, comme je le faisais avant de marcher jusqu'à la grange pour passer la soirée avec Benjamin. La routine était si profondément ancrée que je ressentais encore l'envie. J'avais encore l'instinct de me lever et d'y aller pour voir comment il allait. Mais la grange était vide. Benjamin était parti. Le secret avait été révélé. Et j'étais juste un vieil homme vivant seul dans les montagnes, avec rien d'autre que des souvenirs et la connaissance d'avoir fait quelque chose de vraiment extraordinaire, même si le monde ne l'a pas su pendant près de 4 décennies. Sarah et Tom me rendent visite régulièrement, craignant que je sois seul, que je sois perdu sans Benjamin après si longtemps. Peut-être que je le suis. 40 ans, c'est long à consacrer à un but, à une amitié. Que fait-on quand cela disparaît? Mais j'ai les carnets, j'ai les photos, j'ai 40 ans de souvenirs d'une amitié qui n'aurait pas dû être possible, mais qui l'a été. Et j'ai la satisfaction de savoir que l'histoire de Benjamin est maintenant connue, que son existence a compté, qu'on se souviendra de lui non pas comme un mythe, mais comme une personne réelle, pensante et sensible, qui méritait mieux que ce que le monde lui aurait donné si je n'étais pas intervenu ce jour de juillet 1982. Dans ma chambre, je garde une chose par-dessus toutes les autres, la carte illustrée préférée de Benjamin, qu'il a utilisée d'innombrables fois au cours de nos décennies ensemble. Elle montre 2 bonshommes allumettes, l'un à côté de l'autre, avec un cœur entre eux. Famille, amour, fraternité. C'est ce que nous étions. C'est ce que nous serons toujours, même s'il est parti. J'ai 68 ans. J'ai caché un Sasquatch vivant du gouvernement et du monde pendant près de 40 ans. Et je referai tout exactement de la même manière, sans hésiter, une seule seconde. Parce que certaines amitiés valent tous les sacrifices. Certains secrets sont gardés non par honte, mais par amour. Et parfois, la chose la plus extraordinaire qu'une personne ordinaire puisse faire est de reconnaître que quelque chose d'extraordinaire mérite protection, dignité et respect, quel qu'en soit le coût personnel. C'était le cadeau de Benjamin pour moi. Le privilège de le protéger, de le connaître, d'être son ami et sa famille pendant près de 40 ans. Et c'est un cadeau que je porterai avec moi jusqu'au jour de ma mort.